L'oppression est permise lorsque l'opprimé est déshumanisé. Pour alerter l'opinion, élever les consciences sur les souffrances de tout un peuple, il est nécessaire d'humaniser les individus composant ce peuple. C'est ce que tente de faire Mohamed Dib dans son roman Un été africain, paru en 1959. À travers ce roman, l'auteur tente de dresser un compte-rendu sociologique de la société algérienne, oscillant entre détresse et désespoir. Mohamed Dib nous propose de suivre l'histoire de personnages de différentes catégories sociales et de vivre avec eux des événements dont personne n'en attendait le déroulement. Comme il le dit lui-même, avec ce roman, nous entrons dans la tragédie, mais personne ne le sait, je veux dire, aucun des personnages présents. Ce livre a été écrit pendant que les événements relatés se produisaient, même un peu avant, pour certains. Ce n'est que rétrospectivement, aujourd'hui, que les protagonistes pourraient parler de tragédie. Ceux d'entre eux du moins qui sont encore de ce monde. Mohamed Dib a voulu être témoin de son temps. Il met en scène de nombreux personnages, féminins et masculins, représentant chacun une facette du vécu de la société algérienne. Il convient de s'attarder sur certains d'entre eux, véritables composants d'une peinture collective et réaliste. Mohamed Dib dépeint de manière véritable les diverses générations de femmes algériennes pendant la période coloniale, illustrant leur situation de vie, être femme, épouse et mère en même temps. Ainsi, on a Zakia, une jeune bachelière qui rêve de poursuivre ses études et de jouer un rôle majeur dans la société en devenant institutrice. Elle voit ses rêves anéantis par le poids des traditions. Elle n'a d'autre choix que d'accepter ce qui s'impose à elle, un mariage avec son cousin Sabri. Elle se sent effacée du monde extérieur par son père Mokhtar Rai, sa mère et surtout sa grand-mère qui rejette toute idée en dehors des traditions. Elle l'oblige à rester chez elle, là où elle peut respirer et rester dans l'ombre de la société algérienne. Bien que la jeune fille finit par se résigner et accepter le sort qui lui est réservé, elle doute et questionne néanmoins sa condition et souhaite changer la vision de cette femme algérienne condamnée. Sa grand-mère, Lala Razia, c'est une femme âgée et rigoureuse qui tient fermement à la tradition, elle désapprouve l'idée des études et du travail de Zakia, accusant celle-ci d'apporter la honte à sa famille en refusant le mariage. Cette femme incarne tous les respects et symbolise la sagesse de l'âge. Sa mère, Yana Ben Taleb, est une jeune femme au foyer qui n'a jamais fréquenté l'école. Elle délègue les décisions relatives à la famille et à sa fille à son mari et à sa belle-mère. Cela dit, elle est un personnage plein d'énergie et très souriant. Rama est une adolescente d'environ 15 ans, qui semble plus mature que son âge. Trop rapidement mûrie. Elle est belle, effrontée. Elle est employée en tant que femme de ménage chez Mokhtar Rai. Nafissa est décrite comme une femme travailleuse en plus de ses tâches ménagères, elle fait tout pour subvenir aux besoins de sa famille, même si elle n'y arrive pas toujours. Enfin, Bedra est l'épouse de Maroum et la mère de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Leur fils aîné a intégré le mouvement insurrectionnel, ce qui provoque chez sa mère une grande détresse face à la brutalité de la guerre et de la colonisation. L'armée française n'a pas tardé à appréhender son mari après avoir fait une razzia dans le quartier où il résidait. À travers le récit de ces femmes, Mohamed Dib montre qu'elles sont animées par une force, une dignité, des aspirations et des espoirs. Du côté des hommes, le personnage de Djamel est résigné face à tous ces événements, il est brisé dans ses espoirs par le régime oppressif, vide et sans âme. C'est un rêveur sans grande volonté, se sentant en marge de la société, qui part à la recherche d'un sens à son existence, quitte à laisser sa femme et ses enfants sans mari et sans père. Mokhtar, père de Zakia, qu'il considère comme sa princesse, est décrit comme un homme mince et un peu sec. Il ne se plaint pas de sa situation financière et dispose même des services d'une servante et d'une cuisinière. On le retrouve souvent à table avec son beau-frère, Alal Taleb, le frère de Yana, qui est également très élégant, il garde la manière ancienne de s'habiller, une chaîne en or pend sur son ventre. Alal a réussi dans le commerce du café. Il est toujours de bonne humeur, heureux et joyeux. Bien qu'il ne soit pas instruit, il est très intelligent. Il conteste l'opinion de la famille concernant Zakia et ne veut pas qu'elle se marie si jeune avec Sabri, d'autant plus que ce dernier rentre souvent ivre. Il partage la même vision de la vie que sa nièce. Les deux personnages contrastent avec celui de Djamel. Les uns vivent plutôt bien et ne pensent pas à la guerre ni au tort causé par l'armée française, allant même jusqu'à penser que cela peut être bénéfique. Les autres subissent les événements et cherchent une issue qu'ils peinent à trouver. Les Algériens de la période coloniale sont à l'image de ces personnages, dans un état physique et moral alarmant. Hommes, femmes et enfants vivent dans la peur qu'un jour on leur ôte la vie. Ils témoignent indirectement de leur vécu et de leur histoire. Le personnage du colonisateur est décrit comme celui qui gère la situation. Il monopolise les villes et les villages,
établit des barrages pour les passants algériens, démontrant clairement qu'il détient le pouvoir. Cette description des personnages montre la supériorité de ce colonisateur face à l'indigène, présenté comme étrange. L'ensemble de ces personnages font face à une série d'événements auxquels ils réagissent de manière différente mais qui font naître en chacun d'eux des sentiments de regret et de révolte, une injustice incomprise. Deux événements marquants rythment le récit et le quotidien de ces personnages. Le premier d'entre eux survient le jour où l'armée française a fait sauter une voie de chemin de fer. Dans le lointain, retentirent des explosions dont la terre vibra. Aussitôt des mitrailleuses cacardèrent. Toutes sortes d'armes répondirent, et en un instant, sous le ciel d'été, un feu roulant suspendit sa voûte grondante. Puis, aussi vite ce fut l'effondrement, des balles isolées claquèrent encore mais la nuit était retombée dans le calme de sépulcre. L'action se déroule en pleine nuit, pendant que tout le monde dort. Les nuits chaudes et suffocantes de l'été étaient accompagnées d'une omniprésence des mitrailleuses françaises luttant contre les combattants indigènes. L'intention derrière la démolition des voies ferrées était clairement de rompre tout lien entre le peuple et les insurgés algériens retranchés dans les montagnes, garantissant ainsi un contrôle absolu sur la ville et la campagne. Bien plus tard dans le roman, arrive le second événement. Il s'agit du débarquement d'un convoi militaire français au sein d'un village de campagne, marqué par une violence et une agressivité retranscrites par l'auteur. Les troupes se sont répandues partout et jusqu'où peut porter le regard. Elles ont commencé à s'introduire dans les gourbies. On entend les éclats de voix, des appels, toute une rumeur inquiète court. Puis, hommes, femmes, vieillards, enfants, sont jetés hors de chez eux, les colons font preuve d'une cruauté sans égale. Ils sont présents pour s'emparer des résidences, diviser les familles afin de mieux affaiblir les colonisés, et emmener avec eux les hommes et les enfants pour qu'ils travaillent dans les mines et les champs, ils n'hésitent même pas à toucher aux femmes et aux vieillards fragiles et sans défense. Ils sont aidés et soutenus par des harkis, comme le personnage de Leyachi. Le roman témoigne de la guerre d'Algérie qui a causé un nombre considérable de morts. Ce récit ne fait pas exception, avec des êtres humains et des animaux qui sont massivement tués et jonchent le sol. Le groupe a emporté ses captifs, laissant derrière lui les quelques personnes restantes totalement désemparées et désespérées, se demandant ce qu'elles ont pu faire pour mériter une telle persécution. Plus tard dans la nuit, la campagne retrouve sa tranquillité, mais une mélancolie se lit sur les visages des habitants. Ils sont empreints d'un sentiment de regret et de révolte, percevant une injustice qu'ils ne comprennent pas. Ainsi, Un été africain, bien moins connu que les romans de la trilogie Algérie de Mohamed Dib, est un chef-d'œuvre réaliste racontant l'oppression et le quotidien d'une société durant la colonisation. Mohamed Dib tente de donner une voix à ce peuple, à ces gens, hommes et femmes, et invite le lecteur à questionner leurs actes et leur vécu, et par le même temps à interroger son propre rôle dans la société. Comme Mohamed Dib l'exprime mieux que moi, c'est alors que le lecteur est invité à exercer son esprit critique en espérant de lui que, ce faisant, il assumera ses responsabilités, on lui demande de faire preuve de lucidité pour eux. Placé de la sorte devant des gens qui souvent discernent mal les tenants et aboutissants de leurs faits et gestes, le lecteur est appelé à s'engager pour eux et vis-à-vis d'eux, de les éclairer, du même coup, de s'éclairer lui le premier sur son rôle dans la société, le monde, l'existence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir ou à me donner des pistes d'amélioration. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour d'autres voyages à travers la littérature algérienne.